Sur l'île de Tinian, en plein cœur du Pacifique, se prépare une opération qui va marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le plus grand secret, une arme totalement nouvelle est chargée à bord d'un bombardier B-29. D'une longueur de 3,5 mètres et d'un poids supérieur à 4 tonnes, son coût est estimé à 2 milliards de dollars. Sa fabrication a impliqué près de 140 000 personnes. La soute se referme sur Little Boy, la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité. À 2 h du matin, un équipage d'élite embarque à bord de l'Enola Gay. Le colonel Paul Tibbets ne connaît pas encore sa destination. L'une des cibles potentielles est Hiroshima, à l'ouest du Japon. Avec cet ultime assaut, les Américains prétendent mettre fin à la guerre qui les oppose au Japon, allié de l'Allemagne nazie. Pour l'Empire du Soleil Levant, Hiroshima est une base logistique de premier ordre, un centre de garnison qui compte près de 40 000 soldats. Dans une ville décimée par le feu nucléaire, un homme, Yoshito Matsushige, va fixer sur la pellicule les instants qui ont suivi l'explosion. Grâce à ces photos, nous allons découvrir pour la première fois l'enfer que les témoins de cette tragédie ont vécu sous le nuage d'Hiroshima. Ce lundi 6 août 1945 à Hiroshima, une belle journée commence pour les 350 000 habitants. C'est l'heure de pointe. Les tramways se remplissent, les enfants sont sur le chemin de l'école. J'étais au 2e étage de la poste. On a ouvert toutes les fenêtres qui donnaient sur la rue du tram en se disant « Quelle belle journée !» Le matin, je prenais mon petit déjeuner dans mon restaurant habituel. J'allais partir et 3 camarades d'école sont entrés. Je n'étais pas en vacances cet été-là. Comme presque tous les jours, l'alerte aérienne a retenti vers 7 heures. Mais la vie quotidienne avait rapidement repris son cours. À Hiroshima, apercevoir des bombardiers survoler la ville n'a rien d'exceptionnel. Et personne ne s'inquiète du B-29 qui fend le ciel. C'était un jour clair et ensoleillé. Des B-29 volaient très haut, le ciel était dégagé. Ils étaient argentés et très élégants. Je marchais vers Sendamachi et soudain il y a eu un boum. Et tout à coup, une énorme boule de feu est entrée par la fenêtre. Je me suis accroupi en essayant de protéger mes yeux et mes oreilles. C'était au-dessus de l'hôpital Tsushiya. J'ai vu la bombe tomber. À 8h15, Little Boy explose à 580 mètres au-dessus d'Hiroshima. Ce point s'appelle l'hypocentre. Un flash illumine le ciel. Les êtres vivants, transpercés par les ondes radioactives, meurent instantanément. La sensation de douleur n'a même pas le temps d'arriver jusqu'au cerveau. La réaction en chaîne continue et une gigantesque boule de feu se forme. En son centre, la température avoisine les 6000 degrés Celsius, la température à la surface du Soleil. Les victimes sont carbonisées et se volatilisent sous l'effet de la chaleur. Puis, une onde de choc balaie la ville d'un souffle destructeur à la vitesse de 1600 km/h. Cette onde de choc tue elle aussi et détruit 60 000 habitations et bâtiments. Dans un tourbillon de vent, de vapeur d'eau et de particules radioactives, un nuage en forme de champignon s'élève à une hauteur de plus de 12 km au-dessus d'Hiroshima.
Je n'ai pas vu le champignon. J'étais dessous. Le souffle m'a projeté, j'avais encore tous mes papiers dans les mains. Et puis j'ai perdu conscience. De toute évidence, j'étais tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas voir à 100 mètres devant moi. La bombe vient tout juste d'exploser. 70 000 personnes sont déjà mortes. Sunao Tsuboi et Mitsuko Koichi sont encore en vie, miraculeusement protégés par un mur ou une personne qui a servi de bouclier. Dans un rayon de 3 km, la ville est rasée à plus de 90%. Un incendie gigantesque fait rage. Un nuage suffocant emprisonne Hiroshima. Il faisait si noir que je ne voyais presque plus le visage de ma femme, qui était pourtant juste à côté de moi. Mais comme elle me tenait la main, j'ai réalisé que le bombardement ne nous avait pas tués, ni ma femme ni moi. Yoshito Matsushige a 32 ans. Il est photographe et travaille pour le journal local Shigoku Shimbun. Dès le début de la guerre, il est incorporé au sein de l'unité des reporters militaires. Quand la bombe explose, il se trouve à 3 km de l'hypocentre. Il est chez lui avec sa femme qui est enceinte. Ils finissent tranquillement leur petit déjeuner. Là où le souffle était passé, il y avait un grand trou sur le mur du rez-de-chaussée, jusqu'au premier étage. Et le séjour était plein de débris. Parmi les décombres, j'ai retrouvé l'appareil photo et les vêtements fournis par le commandement. Je me suis préparé et je suis sorti de la maison. Yoshito veut se rendre dans le centre-ville. Mais dehors, on ne trouve que des gravats, des cadavres carbonisés et quelques blessés hagards. La chaleur de l'incendie rend tout déplacement impossible. Il rebrousse alors chemin et prend la direction du pont Miyuki. La scène était si cruelle que je n'arrivais pas à appuyer sur le déclencheur. J'ai hésité une vingtaine de minutes. J'ai enfin pris une première photo. Je me suis approché à 4 ou 5 mètres pour en prendre une seconde. Mes larmes ont alors embrumé le viseur. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était vraiment l'enfer. Voici les 2 photos prises par Yoshito Matsushige sur le pont Miyuki, ce lundi 6 août 1945, seulement 3 heures après le bombardement. C'est le seul témoignage qui montre aussi distinctement les victimes de la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité. Sur le pont, il réalise après coup la chance qu'il a d'être si peu touché, tant l'explosion a été dévastatrice. Il écrira dans ses mémoires que sa mission était d'être là, à cet instant précis. Tous les yeux des blessés étaient braqués sur moi. Il m'a semblé qu'il voulait que je dise au monde entier dans quelle situation ils se trouvaient. Était-ce cruel de les photographier ou au contraire était-ce la chose la plus juste à faire? J'étais tiraillé entre ces 2 sentiments. Les photos de Matsushige, conservées ici, au siège du journal Shigoku Shimbun à Hiroshima, n'auraient jamais dû exister. Au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, photographier des événements démoralisants pour le peuple était un délit. Diffusées à l'insu des autorités, ces photos interdites, dont les négatifs étaient sérieusement détériorés, ont failli disparaître. Mais dans les années 70, une restauration minutieuse leur a permis de sortir de l'oubli. Sur le pont Miyuki, qu'ont vraiment vécu tous ces gens? Qui sont-ils? De quoi se souviennent-ils? Rares sont les écrits qui existent à ce sujet. Les blessés photographiés par Yoshito Matsushige ont été identifiés,
Peu d'entre eux sont encore en vie, la moyenne d'âge est supérieure à 80 ans. Il n'en reste que 2. Mais plus de 10 autres témoins oculaires de la scène ont pu aussi être retrouvés. Pour mener à bien cette investigation inédite, une équipe de spécialistes a fait appel aux moyens technologiques les plus modernes. On respecte ce que les témoins ont dit. En numérisant les clichés, certains détails sont apparus. Ce qui était invisible à l'œil nu est devenu visible, comme ces corps allongés à même le sol. Ou ce parapet qui a disparu, soufflé par l'explosion. Par un procédé de modélisation en 3 dimensions et grâce à quelques témoignages, il est devenu alors possible de redonner vie à ces clichés pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé au cœur du nuage d'Hiroshima. Hiroshima, qui signifie l'île large en japonais, est une ville située au bord de l'océan Pacifique. La rivière Ota s'y déploie en de nombreux bras. Hiroshima, une ville posée sur les flots. Mais quand il fait si chaud et que l'eau devient bouillante, comment s'échapper d'un tel piège? Au cours de cette tragédie, le pont Miyuki a joué un rôle très important dans la vie des survivants. Il se trouve juste à la limite des grands incendies provoqués par la bombe, à 2300 mètres de l'hypocentre. Ce jour-là, c'est un point de passage obligé pour survivre. Sur le pont Miyuki, les 2 photos de Matsushige sont un véritable monument. Le moment est venu pour ces 2 clichés de livrer leurs secrets. Quand les rescapés arrivent sur le pont Miyuki, ils portent tous les stigmates de l'expérience qu'ils viennent de vivre. La jeune fille, à côté du petit garçon, semble avoir les cheveux grillés. Celle-ci a les vêtements en lambeaux. Sur le côté, ils sont nombreux à être pieds nus. Ont-ils fui ainsi, sans chaussures, ou les ont-ils perdus en chemin? Si on place les 2 photos côte à côte, on voit qu'une personne est présente sur les 2 clichés. C'est une jeune fille en uniforme d'écolière. Cette fille de dos, c'est Mitsuko Koichi. En 1945, elle a 13 ans. Elle étudie dans une école de filles d'Hiroshima. Elle se trouve à 1600 mètres de l'hypocentre. Aujourd'hui, elle est âgée de plus de 80 ans. Elle vit toujours à Hiroshima. Madame Koichi n'a rien oublié de ce qu'il s'est passé ce lundi 6 août 1945. Sur la photo, elle porte le foulard que lui a offert son cousin qui travaille à la préfecture de Yamaguchi. Ce n'est pas l'uniforme classique des élèves d'Hiroshima. Sa manche est déchirée et elle saigne abondamment. Mon amie s'est écroulée sur moi, elle m'a dit « Mitsuko, ma tête, je suis blessée ». Je l'ai regardée, elle était couverte de sang. Comme elle s'accrochait à moi, j'étais aussi couverte de sang. Quand la bombe explose, Madame Koichi n'est pas à l'école. Elle est réquisitionnée pour travailler à la poste. L'onde de choc frappe l'édifice. Il résiste, mais les vitres volent en éclats. Les morceaux de verre blessent grièvement Madame Koichi et ses amis. Le bâtiment se trouve au cœur de la zone des gigantesques incendies provoqués par la bombe. Les 6 jeunes filles fuient. Sévèrement brûlées, elles arrivent au pont Miyuki. Mitsuko Koichi est sidérée par ce qu'elle y voit.
Personne ne parlait. Tout le monde était silencieux, allongé sur le sol, face contre terre. Certains pleuraient de douleur. Tous ressemblaient à des monstres. D'autres avaient le visage brûlé. C'était terrible à voir. Les gens ne ressemblaient plus à des humains. Ils étaient couverts de sang. Ceux qui étaient peu vêtus se retrouvaient tout nus. Partout, les rescapés étaient noircis de brûlures, les vêtements en lambeaux. Ils devaient être un peu gênés par cette situation. Mais ce n'était pas le moment de faire preuve de pudeur. Pour la fillette de 13 ans, le pont Miyuki est l'antichambre de l'enfer. Ce que Madame Kouchi s'apprête à révéler aujourd'hui, elle le garde au plus profond d'elle-même depuis plus de 70 ans. Il y avait une femme qui portait un enfant. Elle avait des couettes. Je suppose que c'était la grande sœur de l'enfant. Elle criait et tournait autour de moi en tenant l'enfant carbonisé dans ses bras. J'avais tellement de peine. L'enfant était mort. Elle criait un nom, le nom de l'enfant, j'imagine, et répétait « Réveille-toi, réveille-toi ». Bien sûr, le bébé ne s'est jamais réveillé. Ce qu'on voyait, c'était un corps qui avait l'air totalement carbonisé. Depuis, Madame Kouchi pense chaque jour à cette femme et à son enfant mort. Elle se reproche de ne pas avoir eu un geste pour elle. La confusion la plus totale règne sur le pont Miyuki. La bombe a explosé depuis plus de 3 heures maintenant. Des blessés se pressent et veulent traverser pour fuir la chaleur du centre-ville. Personne ne sait qu'il s'agit d'une explosion nucléaire lorsque Yoshito Matsushige prend ces 2 photos. Je ne me rappelle pas qui était là, uniquement que c'est moi, là, sur la photo. Je me suis simplement demandé pourquoi cette personne photographie-t-elle une scène aussi horrible que celle-là. Il y avait un homme en uniforme, avec un appareil photo. Forcément, ça faisait bizarre de voir quelqu'un avec ça dans les mains. Je me souviens, il m'a demandé « Que s'est-il passé à Hiroshima ?» Que se passe-t-il ce matin-là sous le nuage d'Hiroshima? Les témoins racontent que les blessés qui arrivent au pont Miyuki sont assoiffés. Certains se jettent dans la rivière pour se rafraîchir et apaiser leur douleur. Mais ils sont tellement épuisés qu'ils se noient. L'Ota se remplit de cadavres, tandis que sur le pont, tous attendent. Mais qu'attendent-ils? L'homme au calot devant Madame Kouchi, que fait-il? Et celui-là, pourquoi se touche-t-il les pieds? Quant à ce bidon, que contient-il? Sur le pont, un homme a été photographié. Il relève la tête, il a le crâne rasé, lui aussi semble attendre quelque chose. C'est Monsieur Tsuboi. Il est le 2e protagoniste photographié encore vivant. Son témoignage est précieux car il sait exactement ce que chaque personne fait sur le pont Miyuki. Le visage de Monsieur Tsuboi conserve les traces du 6 août 1945. Il a alors 20 ans. Ce jour-là, après avoir pris son petit déjeuner avec des amis, il marche dans la rue. Monsieur Tsuboi se trouve à 1200 mètres de l'hypocentre quand la bombe explose. Elle lui irradie le visage. Il a le dos en sang et cherche à se faire soigner. Il marche dans les rues, il croise un homme qui tient ses intestins dans la main. Un autre a l'œil qui pend.
Devant l'horreur du spectacle, il renonce à rejoindre l'hôpital et se dirige vers le pont Miyuki. Monsieur Tsuboi nous apprend que beaucoup de blessés arrivent là pour soigner leurs brûlures. Ils avaient apporté de l'huile de colza. C'était de l'huile comestible. Comme ce n'était pas possible d'appliquer l'huile sur chaque personne, tout le monde se badigeonnait n'importe comment, en mettant les bras dans le seau. L'objet au sol est donc un récipient contenant de l'huile, un remède utilisé comme soin d'urgence dans les cas de brûlure. Au premier plan, l'homme au calot qui porte un uniforme est un membre de la sécurité civile. Ce sont eux qui sont chargés d'enduire les blessés d'huile, raconte M. Tsuboi. À l'arrière-plan, un autre homme en uniforme de couleur plus claire. Lui aussi travaille à cette tâche démesurée, au poste provisoire de secours. Devant l'ampleur de la tâche, l'huile de colza vient malheureusement à manquer très rapidement. Pour remplacer le précieux liquide, on utilise une huile de vidange épaisse et sombre qui provient de l'entrepôt de train voisin. On leur a apporté ça parce que c'était quand même de l'huile. Ils s'en sont mis partout, mais leur visage devenait encore plus noir. Ils ressemblaient vraiment à des monstres. Mais ces soins ne suffisent pas. Au milieu de cet hôpital de fortune, certains n'ont plus de force et sont sur le point de renoncer à la vie. Dans un coin, une fillette se recroqueville sur elle-même. Ses bras sont très sévèrement brûlés. Elle est exténuée par la douleur. Ailleurs, des jambes révèlent des corps allongés, des blessés au seuil de la mort, épuisés d'avoir trop lutté. Il n'y avait plus rien à faire. Ceux qui devaient mourir mouraient, ceux qui devaient survivre survivaient. Sur le pont Miyuki, Tsuboi sent sa dernière heure arriver. Il est inquiet car ses papiers d'identité ont brûlé. S'il meurt, comment pourra-t-on identifier son corps? Comment pourra-t-il être rendu à ses parents? Sous le regard des blessés agonisants, il grave un message sur le pont à l'aide d'un caillou. J'ai pensé que ma vie allait s'arrêter à 20 ans. J'ai eu un sentiment de grande solitude. J'étais persuadé que personne n'allait m'aider. Alors j'ai écrit « Tsuboi est en train de mourir ici ». Solitude? Enfin, peut-être que futilité serait un meilleur mot. Nous étions à peine capables de bouger nous-mêmes. Alors que pouvions-nous faire pour les inconnus écroulés par terre? Ceux qui agonisaient criaient « Maman, papa » et puis ils mouraient. Beaucoup de gens sont morts sur le pont Miyuki. Beaucoup sont venus chercher de l'aide, des soins, du réconfort sur le pont. Mais la plupart y ont trouvé la mort. En cet été 1945, les enfants sont envoyés loin de la ville par crainte des bombardements. Les plus jeunes sont partis les premiers. Pourtant, sur les photos de Yoshito Matsushige, beaucoup de blessés semblent être des enfants, à peine des adolescents. Ici, on voit une jeune fille aux cheveux longs et à côté d'elle, un garçon au crâne rasé. Le long de l'ancien parapet, ces filles et ces garçons ne portent-ils pas des uniformes d'écoliers? Et à l'arrière-plan, que fait cet enfant, seul et torse nu? Les enfants d'Hiroshima se sont-ils donné rendez-vous sur le pont Miyuki?
Je ne me souviens pas qui était assis à côté de moi. Ils avaient l'air d'écoliers, d'écolières. Ils portaient des cartables. Ils devaient être en 6e ou 5e. Mitsuo Kodama, alors âgé de 13 ans, se souvient avec émotion de tous ces enfants qui étaient en classe avec lui et qui n'ont pas eu le temps de grandir. La bombe explose à seulement 870 mètres de son école. Comme tous ses camarades, il est très fortement irradié et s'évanouit. Néanmoins, la présence d'établissements scolaires tout près de l'explosion n'explique pas à elle seule le grand nombre d'enfants sur le pont Miyuki. Les enfants, qui avaient 1 an de plus que moi, travaillaient déjà dans les usines. Le Japon est en guerre et les hommes sont partis au front. À l'arrière, on s'organise. La vie doit suivre son cours. Vers 12 ou 13 ans, les adolescents sont réquisitionnés pour toutes sortes de tâches. Les jeunes filles participent aussi à l'effort de guerre en travaillant à la poste ou comme conductrices de tramway. Pourtant, en août 1945, une tâche plus importante et plus dangereuse occupe les jeunes gens d'Hiroshima. Pour éviter les incendies provoqués par les bombardements, on démolissait des bâtiments pour qu'ils soient plus espacés les uns des autres. Ça ne servait pas à grand-chose. Réquisitionnés par l'armée, ces adolescents récupèrent aussi les pierres des bâtiments pour en faire des barricades coupe-feu. Ils viennent grossir les rangs des jeunes gens disséminés tout autour de l'hypocentre. Quand la bombe explose, ils sont plus de 8000 dans un rayon de 2 km. Beaucoup d'étudiants étaient mobilisés. 60% de ceux qui, comme moi, se trouvaient dans un rayon de 1000 mètres autour de l'hypocentre sont morts. Le professeur Keiko Otani travaille depuis plusieurs années sur la pyramide des âges des victimes de la bombe d'Hiroshima. Grâce à ses études, elle est en mesure de confirmer les témoignages des survivants et les observations faites sur les photos de Yoshito Matsushige. Sur l'ensemble des victimes d'Hiroshima le 6 août, il y a 22% d'adolescents, principalement âgés de 13 à 14 ans. Quand vous voyez sur ce diagramme que tant d'enfants innocents sont morts, c'est difficile de ne pas penser à l'horreur de la scène le soir en rentrant chez soi. Le 6 août au matin, Madame Shiyoko Kuwabara, alors âgée de 13 ans, participe aux travaux de démolition. Elle a mal à l'estomac et se repose sous un arbre quand la bombe explose. Grièvement blessée au visage, elle fuit avec 2 de ses camarades en direction du pont Miyuki. Là, elle y retrouve beaucoup d'autres enfants. Nous étions des enfants. Tout ce qu'on voulait, c'était rentrer chez nous. On ne pensait qu'à rentrer à la maison. Sur le pont, les enfants qui ne savent pas où aller attendent eux aussi. Je n'oublierai jamais ce que nous avons traversé. Ils ne sont qu'une poignée, comme Shiyoko, à être arrivés jusque-là sains et saufs. Je pleure quand je pense à eux, en train d'attendre leur famille. J'ai toujours tellement de chagrin. Pour ces enfants, la vie ne tient qu'à un fil. Mais atteindre le pont ne suffit pas. Encore faut-il obtenir de l'aide. Pour les militaires, il est hors de question que le Japon capitule. Dans le brasier qu'est devenu Hiroshima, la priorité est d'abord de sauver les forces vives capables de continuer le combat.
Aux abords du pont Miyuki, le feu géant qui ronge la ville se rapproche dangereusement. Pour tous ceux qui fuient, le pont devient alors une véritable frontière entre la vie et la mort. Les victimes des incendies arrivent de plus en plus nombreuses. Grâce aux témoins oculaires retrouvés, il devient possible de reconstituer ce qui se passe juste à la limite du cadre des photos de Yoshito Matsushige. C'est un balai incessant de camions militaires. Les secours s'organisent, les brûlés sont emmenés pour se faire soigner dans les hôpitaux qui n'ont pas été détruits. Goro Takeshi est un cadet de l'armée âgé de 22 ans en 1945. Stationné dans la banlieue d'Hiroshima, il voit un éclair lumineux très violent embraser le ciel et entend un énorme bruit sourd. Une demi-heure plus tard, il part avec une centaine d'autres militaires pour organiser l'évacuation des victimes. Arrivé au pont Miyuki, les ordres qu'il a reçus le déstabilisent. Il m'a ordonné d'aider en priorité les militaires. Les femmes et les enfants n'étaient pas importants. Les enfants, les femmes et les personnes plus âgées étaient considérés comme des êtres faibles. Seuls les hommes devaient être évacués. Sous l'œil des blessés abasourdis qui attendent sur le pont, les évacuations commencent. Les jeunes soldats étaient indispensables pour continuer la guerre. Je pense que c'est pour ça que cet ordre a été donné. Pour gagner la guerre, il fallait des personnes capables de tenir une arme. Les femmes ne savaient pas. Donc on ne voyait pas l'intérêt d'aider les femmes et les enfants tout de suite. Ils devaient attendre leur tour. Quand j'ai reçu l'ordre, j'ai d'abord trouvé ça logique. Mais la situation sur le pont m'a ramené à la raison. Je ne pouvais pas secourir uniquement les militaires. Dans le chaos qui règne sur le pont Miyuki, chacun cherche à survivre. Une fillette s'approche du camion et demande de l'aide. Je me souviens encore de sa voix. Elle était sévère et dénuée de toute compassion. Comme il a hurlé, elle a eu très peur et s'est mise à pleurer. Elle était si petite. Ensuite, elle s'est mise à courir à toute allure. Seule, et ne sachant où aller, la fillette repart vers le centre de la ville en feu. Ça flambait, et je voyais toute la ville se consumer. Que lui est-il arrivé? Elle est morte, bien sûr. Même les adultes ne survivaient pas. Alors comment une petite enfant aurait-elle pu? Comme la fillette, gravée à jamais dans la mémoire de Tsuboi, combien d'enfants ont ainsi disparu ce lundi 6 août, après être passés par le pont Miyuki? Rie Kotsuki connaît bien les deux photos de Yoshito Matsushige. Depuis sa plus tendre enfance, elle a grandi avec une étrange certitude, une certitude ancrée dans sa famille. Au second plan, derrière l'homme qui étale l'huile de vidange, un enfant au crâne rasé se tient de dos. Quand on m'a montré la photo pour la première fois, je me suis demandé comment il pouvait le reconnaître, alors qu'il était de dos. Mes grands-parents ont entendu cette question des milliers de fois. Mais pour toute la famille, aucun doute n'est possible. Cet enfant de dos, c'est l'oncle Akira. Ses oreilles, à la forme si singulière, en sont la preuve indiscutable. Il n'a jamais été retrouvé. Mais un jour, ma grand-mère est tombée sur cette célèbre photo et a reconnu son fils, Akira, même de dos.
Akira, le frère du père de Kutsuki, est à l'école quand la bombe explose. Il est seul et cherche à rentrer chez lui. Il suit certainement d'autres enfants et arrive au pont Miyuki. C'est là que Matsushige le prend alors en photo. On le voit bien sur cette photo. Mais pourquoi n'est-il pas revenu? Quand un grand nombre de gens meurent d'un seul coup, il est impossible de savoir ce qui s'est passé pour chacun d'entre eux. C'est la cruauté de la guerre et celle de la bombe atomique. Hiroshima, c'est l'histoire d'une ville entière rasée en une fraction de seconde. C'est l'histoire de milliers de vies brisées dans leur élan. Peu à peu, grâce aux photos de Yoshito Matsushige, il devient possible de retracer le cours des événements depuis ce lundi matin à 8h15. Mais que sait-on des souffrances endurées sous le nuage d'Hiroshima? Le docteur Harada est chirurgien à l'hôpital d'Osaka. Il est également spécialiste en médecine d'urgence. Son expertise nous permet de mieux comprendre ce que l'on voit sur les photos de Matsushige. Les cheveux étaient brûlés, les vêtements aussi. Ils devaient donc être brûlés sur toute la surface de leur corps. Une série de détails le frappe d'emblée. Pour le docteur Harada, toutes les victimes photographiées présentent des blessures caractéristiques de très graves brûlures. Les parties du corps surexposées sur les photos en témoignent. Ce n'est pas le genre de brûlure que l'on peut se faire aujourd'hui, dans la vie quotidienne. Quand quelqu'un est exposé aux rayons de la bomba, la peau absorbe le rayon et dégage la chaleur. Et les brûlures sont d'autant plus intenses que les victimes sont légèrement vêtues en ce jour d'été. La peau n'est plus protégée par leurs vêtements. C'était des brûlures très profondes et très sérieuses. C'est une révélation surprenante. En effet, lors de l'explosion de la bombe atomique, la température est telle que les cheveux frisent. La peau est brûlée en profondeur. Très vite, une énorme cloque se forme. Quand elle explose, les chairs sont alors à nu. Les terminaisons nerveuses se retrouvent en contact direct avec l'air. La douleur que ces gens ont ressentie est certainement la pire douleur qu'il soit donné de connaître. Et il disait « Maman, c'est chaud », avec les bras en avant. Ils marchaient tous comme cela, comme des morts vivants. Ils marchaient, lentement mais ils marchaient. Je me suis demandé pourquoi des chiffons sales étaient suspendus à leurs bras. En fait, c'était leur peau pelée. C'est ce que j'ai compris à l'hôpital. Leur peau avait pelé et laissait apparaître une chair à vif, brûlée, elle aussi. La peau était retournée vers l'extérieur et du liquide suintait. Quand on fait cuire du poisson, la peau sent très mauvais. C'était la même odeur. Sur le pont Miyuki, le père de Madame Koichi est là aussi. Il est très grièvement brûlé au bras et attend pour être soigné. Je le tenais par la main en lui disant « Ça va ?» La peau de son bras a commencé à se détacher. C'était sa main, sa main. Sa peau avait entièrement glissé,
à la manière d'un gant mouillé. La brûlure du père de Kouchi est caractéristique des blessures causées par une arme nucléaire. La chaleur dégagée lors de l'explosion brûle tout sur son passage. Sa puissance est telle qu'elle imprime la forme des objets sur le sol ou sur les murs, comme une ombre funèbre. Les hôpitaux non détruits sont alors submergés par l'arrivée de très grands brûlés. Personne n'avait imaginé devoir faire face à de tels effets. Le professeur Asai est physicien. Comme le docteur Harada, il a longuement étudié les conséquences de la bombe atomique. Lui aussi a remarqué l'importance des brûlures parmi les blessures engendrées. Parmi les données récoltées par l'armée américaine, celles sur les brûlures étaient dissimulées. Oui, parce que c'était trop épouvantable. Si on avait montré ça plus tôt, la réaction chez les Américains et dans le monde entier aurait pu être différente. Ces souffrances sont tellement insoutenables que les Américains préfèrent les passer sous silence. Pour amortir les énormes investissements réalisés, ils souhaitent coûte que coûte utiliser le nucléaire pour des applications civiles sans pour autant effrayer les populations. Les études qu'ils font sur les effets des bombes atomiques restent très longtemps confidentielles. Elles montrent des victimes de kéloïdes, une cicatrisation caractérisée par une excroissance volumineuse de chair. Cela se retrouve presque systématiquement chez les grands brûlés d'Hiroshima et aussi ceux de Nagasaki. Plusieurs rapports ont démontré qu'en dehors de la zone atteinte par le souffle de l'explosion, le nombre de victimes mortes de brûlure était plusieurs fois supérieur au nombre de gens morts instantanément dans la zone du souffle. À 8h15, quand Little Boy explose, personne ne sait quelles seront les conséquences. Oppenheimer, le concepteur de la bombe, estime le nombre de morts dès la première seconde à 20 000. Il y en aura plus du triple. Le choix d'Hiroshima, épargné par les bombardements, est donc pour les États-Unis un moyen fiable de tester la puissance destructrice de cette nouvelle arme. Quand en septembre 1945, les scientifiques américains arrivent au Japon avec l'armée d'occupation, ils saisissent toutes les photos, comptes rendus de soins et prélèvements faits par les médecins depuis le 6 août. Pour mieux contrôler l'information, les Américains créent une commission en charge des victimes de la bombe atomique, l'ABCC. Sous couvert de soigner les habitants d'Hiroshima, une grande quantité d'informations est collectée. En réalité, il s'agit de nourrir une véritable enquête sur les conséquences de l'explosion. Tout est noté, renseigné, photographié, archivé et classé top secret. En dehors de l'enceinte de l'ABCC, les médecins japonais vivent sous la surveillance permanente de la police militaire américaine. Ils ne doivent pas non plus poser trop de questions sous peine de se voir retirer leur droit d'exercer. Dans toute la région d'Hiroshima, on filme les brûlures occasionnées par la bombe atomique. Mais parfois, les images ne suffisent plus. Le père de Kouchi, lui aussi, se rend à la BCC. Quand il meurt, son fils souhaite alors récupérer le corps. À ce moment-là, mon frère m'a demandé de contacter la BCC. Et j'ai appris que le corps de mon père était conservé dans le formol. Il a été disséqué.
4 jours après l'explosion, une maladie étrange sévit. Vomissements, saignements, décomposition des chairs, chute des cheveux. La peste d'Hiroshima. Les habitants découvrent les effets de la radioactivité. Des femmes accouchent prématurément par dizaines dans les décombres d'une ville qui brûle encore. Takeshi, le cadet militaire, les aide à accoucher d'enfants mort-nés. Mais les nouveau-nés que j'ai vus n'avaient pas leur couleur normale, rosée. Ils étaient blancs. Les survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki portent un nom, Hibakusha. Ils souffrent de brûlures, mais aussi des conséquences de la radioactivité. Cancer, leucémie. Dans la société japonaise, Hibakusha est un statut qui a été spécialement créé pour bénéficier d'une pension et de soins gratuits. Mais très vite, cela se retourne contre les victimes. Les Hibakusha font peur. Des femmes accoucheraient de monstres et les hommes seraient stériles. Les victimes, qui culpabilisent d'être encore en vie, sont contraintes de se cacher, de garder pour elles ce terrible secret sous peine d'être mises à l'écart. À la douleur de la blessure s'ajoute la douleur de l'exclusion. Sur la photo de Matsushige, une troisième personne a préféré garder l'anonymat. Cette femme est encore en vie, mais elle ne veut pas être reconnue. Je ne voulais pas non plus qu'on me reconnaisse. Mais mon frère a insisté car notre père est sur la photo. Pour que leurs enfants et petits-enfants ne soient pas à leur tour stigmatisés, les Hibakusha ont longtemps préféré se taire. Les gens du pont Miyuki veulent mourir en paix et faire comme si la bombe n'était jamais venue bouleverser leur vie. Entre désir d'oublier pour les uns et désir de se souvenir pour les autres, tous les matins, une cloche retentit dans les rues d'Hiroshima à l'heure exacte à laquelle Little Boy a explosé. Et tous les 6 août, à 8h15, la ville s'arrête littéralement de vivre et accueille le monde entier pour célébrer la paix. Tsuboy, comme de nombreux survivants, a dû vivre avec la bombe. Comme beaucoup, échapper à cette tragédie l'a rendu redevable d'une mission. Le pont Miyuki n'est pas seulement l'endroit où il y avait la foule des sinistrés. C'est aussi pour moi le point de départ de ma vie d'après. C'était ma renaissance, pour ainsi dire. Sur le pont Miyuki, en un instant, Tsuboy, Koichi, Nishioka, Kodama et tous les autres ont perdu leur part d'innocence. Ça n'aurait pas dû arriver. Je veux dire, cette file infinie de victimes brûlées, c'était comme regarder quelque chose d'interdit. Comme Takeshi, tous veulent qu'après le 6 août 1945, leur vie ne reste pas vaine. Quand on sera mort, il n'y aura plus personne pour raconter ces histoires. J'ai le devoir de faire quelque chose tant que je suis encore en vie. Pour pouvoir transmettre aux jeunes, c'était mon devoir de me remémorer mon expérience et de réunir le plus de documents possible. Je voudrais qu'ils comprennent la valeur de la paix et qu'ils n'oublient pas Hiroshima. C'est ce que je souhaite.
Yoshito Matsushige est mort en 2005, mais ses photos font désormais partie de notre mémoire collective. Elles sont un hommage aux 210 000 victimes de la bombe d'Hiroshima et de celle qui sera larguée sur Nagasaki 3 jours plus tard. Elles sont un témoignage rare de ce lundi 6 août 1945, de l'histoire de ces hommes, ces femmes et ces enfants, pris dans l'enfer du feu nucléaire sous le nuage d'Hiroshima, afin que l'humanité ne connaisse plus jamais cela.